Jebale, Jambo, Hotep, Nangadef, Mangitudu Marcelin Inidabo. Je suis docteur Marcelin Inidabo. Je suis PhD en contrôle commande de système dynamique. Je suis ingénieur consultant dans l'industrie et chercheur indépendant. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le paradigme qui me permet d'affirmer que pour un système du second ordre, il n'y a en effet qu'une seule constante de temps et nous allons voir comment, à partir de ce paradigme-là, et à partir des résultats que nous avons obtenus, que nous allons obtenir, ou que nous avons obtenu en tout cas, de pouvoir calculer tout ce qui est temps de réponse à n'importe quel pourcentage ou de la condition initiale, ou de la valeur finale, ou alors du point d'équilibre pour les deux. Et donc, dans les dernières vidéos, alors j'ai présenté un tout petit peu toujours en boucle ouverte. Boucle ouverte, ça veut dire, je rappelle rapidement, qu'on a une excitation en entrée, on récolte une sortie, on ne mesure pas la sortie pour revenir, l'injecter au niveau d'un sommateur pour faire la différence entre la consigne désirée et la sortie mesurée, ensuite passer via un calculateur et appliquer un type de correcteur qu'on souhaite dans l'automatique moderne et classique que nous avons aujourd'hui. Et je ne parlerai pas de ça, je parle juste de l'excitation du système en lui-même et je regarde la sortie. Deuxième chose que je fais, je considère tout simplement une approche exclusivement temporelle. Donc, je ne parle pas du tout de fonction de transfert dans ces présentations que je fais. Et dernière chose, je considère que les systèmes stables, c'est-à-dire dont la constante de temps est strictement positive. Maintenant, il y a différentes vidéos précédentes dans lesquelles j'ai parlé des systèmes du premier ordre. J'ai même introduit un critère pour la première fois dans l'histoire de l'automatique, un critère basé sur les temps de réponse. Donc ça, c'est une de mes découvertes. Sauf s'il y a un avis contraire, comme je l'ai dit dans les vidéos qui en parlent, vous pourrez regarder ce critère-là dans les vidéos précédentes. D'accord? J'ai parlé des lois fondamentales des systèmes dynamiques du premier ordre. J'ai parlé de la notion d'isoconstante de temps pour les systèmes du premier ordre. J'ai parlé aussi du design. OK? Ensuite, je suis passé au système du second ordre et j'ai présenté les différentes notions aussi que vous pourrez regarder, notamment, dernièrement, une nouvelle vision. D'accord? Je vais en reparler tout à l'heure, OK, avant de passer au sujet du jour de manière plus claire. Alors, la dernière fois, nous avons vu que pour tous ces systèmes dynamiques du second ordre, d'ailleurs avant la dernière fois, qu'il est possible de calculer les temps de réponse, quelle que soit la pulsation naturelle et surtout, quelle que soit la constante de temps que nous avons. Parce que dans l'automatique d'aujourd'hui, en général, lorsqu'on calcule les notions de temps de réponse, on privilégie les systèmes apériodiques. Les systèmes, pardon, qui sont pseudo-périodiques, c'est-à-dire qui sont faiblement amortis, dont le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1. Et donc, dans des situations comme ça, ce que l'automaticien fait en général, c'est qu'il vient regarder donc le temps de premier dépassement, le pourcentage de dépassement, le temps d'établissement du système, le temps de réponse à différents pourcentages donnés, parce qu'il y a des formules qui permettent d'y accéder facilement. Et selon le paradigme qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui par rapport au système dynamique du second ordre. Ici, ce que moi je dis, j'apporte un autre paradigme, j'apporte une nouvelle vision qui va me permettre de venir calculer ces performances temporelles, aussi bien pour un système à amortissement critique, aussi bien d'ailleurs pour un système qui est faiblement amorti, d'accord, donc dont le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1, ce qui est fait aujourd'hui dans l'automatique. Et en plus de ça, je viens donner des formules, quel que soit le coefficient d'amortissement, qui permettent de calculer les différents temps de réponse à différents pourcentages de la valeur finale. OK? Et ça, quel que soit le coefficient d'amortissement pour un système, par exemple, en plus du fait que je le calcule déjà pour un système périodique ou pseudo-périodique,
je le calcule pour un système apériodique, c'est-à-dire dont le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, ou alors c'est un système fortement amorti, et également pour un système à amortissement critique, c'est-à-dire dont le coefficient d'amortissement est strictement égal à 1, tout simplement. Quelques très brefs rappels. Si on considère un système dynamique du second ordre qui est donné comme ceci, là nous avons le gain statique. Ici, nous avons ce que j'ai défini comme étant la constante de temps naturel parce qu'elle multiplie d'une certaine manière cette droite temporelle qui est en bas. Ensuite, c'est ce que je définis ici. Là, nous avons la constante de temps surfacique parce que le A2 sur A0 vient multiplier ici un carré du temps ou une surface du temps, en quelque sorte, si vous voulez. Et ces termes se simplifient, on obtient la même unité, etc. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos précédentes pour bien vous imprégner de cette approche, de cette nouvelle vision que j'expose. Lorsque maintenant je considère le ratio entre la constante de temps surfacique et la constante de temps naturelle, cela me donne ce que j'ai appelé la constante de temps relative, qui est le A2 sur le A1. Et donc, cette dernière, c'est elle qui est calculée ici à partir de l'identification de ces deux expressions. Et donc, nous conduit à taux indice tau, qui est la constante de temps surfacique, qui est l'inverse de la pulsation naturelle au carré. La constante de temps naturelle qui est égale à 2xi sur oméga n. En faisant ce ratio, notre constante de temps relative est donnée par 1 divisé par 2xi oméga n. Et donc, lorsque nous doublons la constante de temps relative, donc cette valeur-là, nous obtenons ce que j'ai appelé et défini comme étant la seule et unique constante de temps de notre système dynamique du second ordre, quel que soit le coefficient d'amortissement. Maintenant, ce rappel étant fait, nous allons passer à la suite. Les différents cas que nous avons pu exposer la dernière fois, c'est que, en fonction du coefficient d'amortissement, nous avons soit notre système qui vit dans un monde circulaire, donc nous appliquons la trigonométrie circulaire, et je redis encore ici que le fameux théorème qu'on appelle le théorème de Pythagore était connu par les prêtres kamites égyptiens, africains, noirs, 1000 ans au moins avant la naissance de Pythagore, qui lui a séjourné pendant 22 ans au moins auprès des prêtres en Afrique pharaonique. Lorsque nous passons ici maintenant, lorsque le système est à coefficient amortissement critique, nous avons la sortie qui est donnée par cette expression-là, où le système vit dans un monde linéaire, tout simplement, d'accord? Linéaire affine, on peut dire comme ça, à cause de cette expression-là, et toujours avec l'enveloppe exponentielle qui est ici. Quand le système est fortement amorti, nous avons exactement la même forme d'expression que dans le cas d'un système qui est faiblement amorti, sauf que la différence, c'est que nous vivons à présent dans un monde qui est hyperbolique. Je le répète encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos précédentes par rapport à ce qui est des systèmes du second ordre, dans lesquels j'expose largement ce que je viens de dire et j'insiste dessus. Alors, la différence, comme vous pouvez voir ici, c'est que sous la racine carrée, nous avons 1 moins xi carré quand on est strictement inférieur à 1, xi carré moins 1 sous la racine quand on est strictement supérieur à 1, ce qui nous assure la bonne définition de notre fonction racine carrée. Nous avions observé également que la fonction exponentielle ici est similaire, c'est-à-dire que suivant le type d'écriture qu'on choisit, et c'est là que se trouve toute la différence, lorsqu'on résout les systèmes dynamiques du second ordre, quand on choisit avec expression le mode d'écriture et de présentation des solutions que nous avons clairement ici une expression qui nous rappelle fortement, comme je l'ai dit tantôt, celle-ci, et de plus en plus qui nous permet de voir de façon claire que la fonction exponentielle est identique sur les trois expressions, ce qui nous fait dire que, en faisant le parallèle avec un système dynamique du premier ordre que j'appelle son petit frère en quelque sorte, nous pouvons observer que la seule et unique constante de temps pour un système dynamique du second ordre, quel que soit le coefficient d'amortissement fixé, vaut toujours 1 sur xi oméga n.
Je veux juste dire ici que l'automatique moderne ne connaît pas ce résultat-là. D'accord? Donc, c'est un résultat innovant que moi j'apporte. C'est une découverte que j'ai faite. Bien. Donc, nous passons à la suite. Maintenant que nous avons vu ceci, comment j'arrive au résultat du second ordre? D'abord, par rapport à tout ce qui est le calcul de tout ce qui est temps de réponse et tout ça. OK? Donc, il faut savoir que j'ai d'abord exploré les systèmes du premier ordre. Donc, en partant d'un système du premier ordre, comme nous pouvons le voir ici, là, c'est juste une réponse du système autonome. Un système autonome du premier ordre, c'est-à-dire qu'on se limite. Ce terme-là ne fait plus partie. On a A1 sur A0, S point plus S de t est égal à B sur A0, E de t. On supprime l'entrée, on déplace le système, sa condition initiale, de 0, on relâche le système, et comme on a fait l'hypothèse ou l'assumption que le système est stable, il converge vers son état d'équilibre, qui ici est égal à 0. Ou alors, si vous préférez, sa valeur finale, qui est égale à 0. Maintenant, si nous considérons l'expression précédente, on avait S de t qui est égal à SD que multiplie la fonction exponentielle. Lorsque nous considérons la sortie que nous divisons par la condition initiale, nous posons que ça, c'est un pourcentage. En effet, à bien y regarder, on a la sortie, qui est cette courbe en rouge, d'accord? Si on se positionne à cette valeur-là, on prend cette valeur correspondante, admettons, qu'on vient diviser par 1, et ça, multiplié par 100 ensuite, ça nous donne un pourcentage de cette condition initiale. OK? Et donc, et d'ailleurs, le système, il part de sa position initiale et converge. Il ne part pas de 0 pour monter. OK? On part de la condition initiale et on tombe vers 0. Et donc, le pourcentage ici, plus on va dans le temps, plus le pourcentage baisse. Hein? C'est ça faut comprendre comme une sorte de perte d'énergie. OK? Hein? On libère l'énergie. Bien. Alors, donc, en partant de ce pourcentage-là qui est égal à gamma est égal à exponentielle de t des moins t, ce qu'il faut comprendre dans la vision, dans la philosophie des systèmes dynamiques, c'est qu'à chaque fois qu'un système dynamique bouge, il atteint un de ces points en un multiple de ce qu'on définit comme étant sa constante de temps. Et c'est ce que je note ici. C'est-à-dire qu'il suffit de poser là que t moins td est égal à alpha tau, de remplacer l'expression là, ça nous donne exponent de moins alpha tau sur tau, et donc ça nous donne exponent de moins alpha que nous avons ici, qui est le pourcentage. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces expressions de pourcentage-là? C'est ce que nous allons voir en faisant quoi? En étudiant tout simplement le graphe ou la courbe, hein, en faisant l'analyse, le tracé graphique de gamma est égal à exponentielle de moins alpha, où alpha est un multiple réel de notre constante de temps. Ce qui va nous permettre de retrouver beaucoup de résultats qu'on a en automatique et de manière graphique, de manière très claire. Allons-y pour faire cet exercice-là. Donc, je vais chercher MATLAB Simulink. On va voir si je vais pouvoir y aller. OK, échappe, très bien. Donc là, je suis là. Et donc, je vous ai préparé un petit programme ici. Vous voyez que là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tracer ce graphe-là, que je viens de dire, qui est gamma est égal à exponentielle de moins alpha. Vous pouvez le voir ici. D'accord? Et donc, en fonction des différentes valeurs de alpha, on va voir les résultats de pourcentage que nous avons. Même si je n'ai pas multiplié par 100, vous pourrez reconnaître les éléments, vous pourrez reconnaître les valeurs correspondantes à du 5%, etc. N'oubliez pas une chose, que dans ce tracé-là, ce que je considère, donc le tracé est déjà exécuté, ce que je considère ici par rapport à ce tracé-là, c'est que c'est pour un système autonome. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes que je vous invite à voir, il est très important de bien comprendre que pour passer à un système, pour passer à une réponse échelon et aller chercher les pourcentages, il suffit d'en calculer le complément. D'accord? Par exemple, ici, le résultat connu, c'est qu'on calcule la constante de temps à 37%. Eh bien, si c'est 37% à peu près,
On va chercher 100 moins 37, ça nous donne 63%, et nous obtenons la réponse d'un système, le pourcentage auquel il faudra positionner le curseur pour aller lire la valeur de notre constante de temps de notre système dynamique du premier ordre. D'accord? Maintenant, allons examiner les résultats. Nous allons voir que lorsque nous sommes, par exemple, à 5%, ici, donc, alors, 37%, je vais chercher plutôt 36,79% déjà, parce que c'est la valeur la plus précise en fait. OK? Et donc, je vais m'approcher de 1 progressivement ici, parce que là, je vous rappelle que ici, sur l'axe des abscisses, c'est le alpha. C'est le alpha que nous avons vu ici en présentation, d'accord? Ici, OK? Qui est un multiple de la constante de temps. Donc, c'est ce que nous allons regarder. Et sur l'axe des ordonnées, nous avons le pourcentage. Donc, nous y sommes quasiment. On va chercher ça rapidement. Et vous voyez que lorsqu'on a 1 ici, nous sommes en réalité à la valeur de 36,7879, à peu près 36,79% de la condition initiale, ou alors 37% de la condition initiale. Ça, c'est un résultat qui est connu. Et voici d'où vient ce résultat-là, d'accord, qu'on annonce souvent. Mets-toi à 37%, projette sur l'axe des abscisses, lis ta valeur de constante de temps, puisque lorsque x est égal à 1, en réalité, c'est le alpha qui vaut 1, et ce alpha valant 1, ça veut dire que t moins td, qui est l'instant que tu lis, c'est ça qui vaut le taux, qui est la constante de temps. J'espère que cette partie est claire pour toi. Maintenant, nous passons à un résultat connu. On dit souvent, on est à 95%, T moins TD est égal à 3 fois la constante de temps, ou T, le temps de réponse, est égal à 3 fois la constante de temps. Mais allons à 5%. Allons chercher le 5% qui est là. Et donc ici, nous allons chercher une valeur qui est un peu plus précise. Excusez-moi. Et donc là, on voit que le alpha, il vaut 2,9957. D'accord? Donc je le note. Alpha 90. Alpha 95 plutôt est égal à 2,9957. Vous comprendrez tout à l'heure le pourquoi. Et donc là, c'est le temps de réponse, OK, à 95%. Maintenant, le temps de réponse à 99%. En général, on parle de ça. On va chercher donc le 1% correspondant puisqu'il s'agit d'un complément. D'accord? Il s'agit d'un complément. Donc ici, on a le 1% que nous allons chercher exactement. Et donc ici, euh, ça ne descend pas suffisamment rapidement. Bon, je vais laisser chercher comme ça pour qu'on puisse aller trouver le 1% exactement ici. Et voilà. Et donc là, en admettant que nous sommes à 1% ici, on voit qu'en général, l'automatique annonce, c'est une approximation hein, à 5% de la condition initiale ici. Non. L'automatique annonce en général pour ce résultat, lorsqu'on est à 99% du point d'équilibre, que le temps de réponse vaut 5 taux. C'est une approximation de 4,6 fois taux. C'est ça qu'il faut retenir ici. D'accord? C'est ce que je voulais que vous voyiez. Maintenant, lorsqu'on passe, donc on a fait le 95, on a fait le taux. Il faut regarder maintenant le 10%, le temps de réponse à 10%. Vous voyez que c'est à peu près le 2,2 fois la constante de temps. Donc, je baisse pour qu'on s'approche le plus possible de 10% qui est le complément à 100 de 90%. OK? On peut dire à peu près que c'est du 2,2 fois la constante de temps. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Ou 2,3 fois même la constante de temps.
OK, donc on penche pour 2,3 fois la constante de temps ici, lorsque on veut calculer le temps de réponse d'un système du premier ordre à 90% de sa valeur finale ou 10% de sa condition initiale. Voici quelques résultats que je voulais partager avec vous sur la base de cette compréhension et de cette écriture-là. Maintenant, ça c'était pour les systèmes du premier ordre. Qu'en est-il maintenant pour les systèmes du second ordre? On part avec le même paradigme, la même philosophie, et comme je l'ai dit tantôt, tout système dynamique, qu'il soit du premier ou du second ordre, ok, lorsqu'il doit bouger à partir de sa condition initiale vers un point d'équilibre, le temps qu'il met à un point donné de son évolution est un multiple de sa constante de temps. C'est cette philosophie-là qui est appliquée ici, que nous allons appliquer au système du second ordre, tout en sachant que nous avons montré, que nous avons défini une seule constante de temps pour les systèmes dynamiques du second ordre. Vous allez en voir la pertinence tout de suite. Donc, si je considère le temps de réponse relatif par rapport à quoi? Par rapport à la condition initiale, est égal à un alpha R ici, que j'appelle alpha, la pulsation, en fait, le coefficient multiplicateur du double de la constante de temps relative et donc de la constante de temps de mon système dynamique du second ordre. Je répète que c'est moi qui ai introduit ces notions-là. Eh bien, lorsqu'on fait ce travail-là, il n'y a qu'à remplacer ici dans les expressions que nous avions calculées précédemment, à savoir ici. Donc, on vient remplacer le T moins TD par alpha que multiplie taux S, où taux S est la constante de temps du système. Et donc, le alpha fois taux S est égal à 1 sur xi oméga n, ici. On voit bien que le si oméga n ici et celui qui sera là vont se simplifier, il me restera exponent de moins alpha ici. Là, c'est pareil. Il me restera moins alpha, il me restera plutôt alpha que divise xi, comme on peut le voir ici. Il y a le alpha que divise xi, racine carrée de 1 moins xi carré, l'exponent de moins alpha r ici, et tout le reste sont des termes qui sont fonction de xi, et la condition initiale est là. Alors, suivez bien. Ce qui se passe ici, on va garder la même vision que là. C'est-à-dire quoi? Qu'on va considérer la sortie divisée par la condition initiale de position, d'accord? En sachant qu'on fait l'hypothèse qu'on annule ici, bien sûr, la condition initiale de vitesse, ou la condition initiale de la dérivée de la variable, si vous voulez ici, le SDP, c'est la condition initiale de la variable. On divise donc la sortie à n'importe quel instant, qui est un multiple de la constante de temps. Tiens, j'ai oublié de vous parler de ce qu'on appelle le temps de montée sur les systèmes du premier ordre, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ou alors juste un petit commentaire. Regardez, lorsque vous considérez un premier point ici, ok, qui est à 5%, par exemple, ici, 95% de la condition initiale. Notre alpha que nous avons ici, c'est 0,05513. C'est ça que vaut alpha. On le positionne ici. D'accord? 0,0513. Le alpha est là. Ensuite, le temps que met notre système pour atteindre le 95% ou 5% de la condition initiale, donc on part de 95% vers 5% de sa condition initiale, on définit ici un temps de descente, parce que notre signal descend, et donc le temps de réponse ici, le temps de montée ou le temps de descente, c'est entre les pourcentages 5% de la condition initiale jusqu'à 95% pardon, de la condition initiale jusqu'à 5% de la condition initiale. Et comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai annoncé, il faut toujours prendre le complément à 100% pour pouvoir se mettre dans le cas d'un système, dans le cas d'une réponse indicielle d'un système du premier ordre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer le temps qui s'écoule, qui est le temps de descente ici, ce qu'on fait, on vient faire la différence des temps tout simplement, parce qu'on projette ici, on projette là, on vient mesurer cet écart de temps, et donc c'est la différence qu'il faut faire. Donc TJ, par exemple, T du deuxième point, moins TD, moins TI plus TD, donc les TD vont se simplifier. Il nous restera le delta T, qui est la différence de temps, qui est égal à
TJ moins TI et par conséquent alpha J moins alpha I que multiplie taux qui est la constante de temps. Voici comment déterminer tout ce qui est notion de temps de montée-descente pour un système dynamique du premier ordre. OK? Et donc, lorsqu'on vient ici, je vous avais dit que je calculais, j'écrivais ça là. OK? Le coefficient là. Et donc, quand on calcule le temps de montée entre les deux, si je reviens sur l'image pour aller plus rapidement, j'aurai donc ici le 2,9957. Retenez bien. Donc, j'ai le 2,9957 moins la valeur correspondante que je viens chercher ici à 5%, par exemple, ou plutôt à 95%. Ça me donne 0,0512. Donc, je fais moins 0,0512. Et ça me fait du 2,94. Donc, vous voyez que le temps de montée pour un système du premier ordre entre 5 et 95%, il est quasiment égal au temps de réponse à 95%. D'accord? Parce que ici, la différence, c'est quoi? C'est cette anse-là, OK, moins cette valeur-ci. Ce qui nous donne une différence à peu près de 0,05. Voilà. D'ailleurs, on pouvait l'observer ici. OK? Donc, c'est ça que ça nous donne comme différence. Les deux valeurs sont quasiment les mêmes. D'accord? Si on fait une approximation au premier. Si on veut plus de précision, il faut savoir que à 95%, le temps de réponse, c'est 2,9957. Et ensuite, le temps de montée entre 5 et 95%, c'est 2,9445. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Et par conséquent, tout ce que je viens d'expliquer, je le résume bien sûr dans mon livre qui va paraître, mais je le résume également là-dedans, dans ce tableau qui est le tableau de design des systèmes dynamiques du premier ordre, dont je vous ai parlé dans la vidéo numéro 4 en français des systèmes dynamiques du premier ordre. Et donc ici, juste un commentaire, ce tableau se lit de la manière suivante. Là, nous avons les temps de montée sur la gauche, séparés des temps de réponse qui sont sur la droite ici. Et donc là, vous avez les temps de réponse, par exemple, à 37%. Le alpha vaut 1, qui est le coefficient. Donc, on tombe exactement sur la constante de temps, qui, elle, est égale à l'inverse de la pulsation de coupure. Et donc, avec un 2pi, on vient retrouver, n'est-ce pas, la fréquence de coupure. D'accord? Parce que oméga est égal à 2pi f. F est égal à oméga sur 2pi. OK? Et donc, en faisant sur le 2pi, on vient arriver à ça. Si oméga est égal à 2pi fc, on remplace ici plutôt par 2pi fc, et finalement, on divise le 1 par 2pi, ça nous donne cette valeur-là. On applique la même loi sur toute la ligne ici. Voilà. Et donc, ici, vous pouvez voir le temps de réponse à 5, 3 taux. Le temps de montée ou de descente entre 95 et 5, 3 taux également. Ces deux valeurs-là sont tout à fait normales et les autres valeurs sont ici. D'accord? Le 2,3 que je vous ai montré, il est là. Et si on regarde un temps de réponse à 80%, il est ici, ou 20%, il est là. Si on regarde un temps de réponse à 99%, il est là, ou est égal à 5 taux. C'est ce commentaire que j'avais oublié de vous faire. Maintenant, revenons ici. Nous avons donc là, comme je disais, une fois qu'on a remplacé le temps, OK, parce que le paradigme, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'un système dynamique évolue d'un point vers un autre, ou part de sa condition initiale vers un point, l'atteint en un temps qui vaut toujours le multiple de sa constante de temps. Voilà. Donc, bien sûr que si sa constante de temps il faut l'atteindre à 63% de sa valeur finale, par exemple. Si on veut calculer le temps de réponse à un moment qui est à 5% de sa valeur finale, eh bien, c'est un multiple inférieur à 1, par exemple. OK? Bien. Donc ici, le gamma que nous prenons ici, nous le définissons exactement comme étant le même gamma que celui-là, à savoir la sortie que divise la condition initiale. Et donc, en posant ce gamma-là, on voit que l'expression qui est ici par rapport au pourcentage est donnée
de cette manière-là. OK? Et nous faisons pareil pour les deux autres conditions restantes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce type d'expression, nous pouvons les retrouver lorsqu'on applique le cas d'une réponse indicielle de cette manière-là. C'est-à-dire que ici, c'est le point d'équilibre, le BK0 sur A0, K étant l'amplitude de l'échelon, B sur A0 étant ce que j'avais défini ici, qui est le gain statique. Donc, gain statique que multiplie l'amplitude de l'échelon. Ensuite, on fait le complément à 100% de cette expression qui est définie et calculée ici et dans laquelle on vient remplacer la différence de temps, le temps relatif par rapport à la condition initiale, par rapport à la condition de départ, par un multiple du seul de la seule constante de temps pour un système du second ordre que j'ai défini. Donc, en partant de ça, eh bien, nous allons voir maintenant comment on peut aller chercher les pourcentages de notre système. OK? Et ça, c'est calculé de façon numérique. D'accord? Donc, si je fixe un coefficient d'amortissement ici, qui est strictement inférieur à 1, admettons, je prends 0,7, puisque les gens aiment bien le 0,7. Je prends le coefficient d'amortissement qui est strictement inférieur à 1, qui vaut 0,7, comme nous allons le voir. Et donc, quel alpha me faudra-t-il pour atteindre un pourcentage donné? Qu'est-ce que je fais? Je viens étudier la fonction gamma en fonction de alpha. Je trace les courbes et je regarde comment mon système répond. D'accord? On y va. Donc, j'ai parlé de 0,7. On va y aller tout de suite. Voir notre cher MATLAB ici. Et donc là, je suis dans le cas des systèmes qui sont strictement inférieurs à 1. Je considère un coefficient d'amortissement ici qui vaut 0,7. Je viens prendre ici, juste je pars du départ parce que là, j'ai tracé un programme pour l'ensemble des données. Donc le gamma inférieur ici que je vous ai montré, c'est ça que je note ici. Il y a l'exponentielle de moins alpha r que divise racine carrée de 1 moins xi carré qui est ici. Je multiplie par la fonction sinus. Et donc là, ferme cette courbe-là. Et ensuite, je viens chercher cette courbe-ci. Et alors, d'abord, je vais chercher le point qui vaut 1. C'est-à-dire l'instant auquel on peut trouver la constante de temps pour ce système-là. D'accord? Donc, il faut se rappeler que le alpha, c'est ce qu'on lit sur l'axe des abscisses ici. Je vais chercher la valeur 1. Et voilà. Donc, vous voyez que si j'ai un coefficient d'amortissement qui vaut 0,7, pour trouver la constante de temps du système selon ma définition, donc selon la formule de Dabo, ma définition, qui est égale à taux est égale à 1 sur xi oméga n, cette constante de temps-là, il suffira de se positionner pour un coefficient d'amortissement qui vaut 0,7 à la valeur de 50% de sa condition initiale. Ou alors, bien sûr, 100 moins 50, de 50% encore de son point d'équilibre ou de sa valeur finale quand tu regardes une réponse indicielle. Et donc, c'est ainsi qu'on peut calculer. Maintenant, je vous ai dit comment on peut calculer et comment je viens calculer, en fait, je viens positionner sur mon graphe tout ce qui est constante de temps. C'est de cette façon-là. Maintenant qu'on a tracé cette courbe gamma, qui est le pourcentage, en fonction du multiple de la constante de temps, regardez ce qui va se passer ici. Si je me positionne maintenant à du 90%, qu'est-ce que je vais avoir? On va aller chercher une valeur la plus proche de 90%, par exemple ici. Le 90% que j'ai ici, il est égal, le alpha qui le détermine est égal à 1,8755. Donc, je prends 1,8755 qui est le alpha. Mais souvenez-vous que ce alpha-là, il doit diviser le xi qui est correspondant. Donc, je divise ce alpha par le xi qui est correspondant. Et le xi correspondant, c'est du 0,7. Et ça me donne la valeur 2,6793. C'est cette valeur-là
qui me permet de dire que le temps de réponse pour un xi qui vaut 0,7 à 90%, ce temps de réponse-là, il est égal à cette valeur-là de 2,6793, OK, que je divise par mon oméga n. Voici la formule lorsque, OK, voici la formule lorsque je dois calculer le temps de réponse à 90% de mon système. Et c'est comme ça que je détermine ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai des tables que j'ai résumées dans, dans mon livre à paraître, OK, qui va bientôt arriver. Donc, regardez-le bien, j'ai résumé ces valeurs-là dans ces tables-là. Et d'ailleurs, je vais essayer d'en trouver une que je vous ai préparée, si je peux retrouver ça facilement. Donc là, c'est la façon dont je calcule les alphas. Ici, je suis à 0,3, par exemple. J'ai calculé ça pour beaucoup de pourcentages. Vous pourrez regarder, c'est plus ou moins précis. Le 0,7, il est là, par exemple. Vous voyez que le pourcentage pour déterminer exactement le point à partir duquel on voit la constante de temps définie à mon sens par rapport à ma définition, il est à peu près à 50%. C'est comme je venais de vous montrer tout à l'heure. Maintenant, si je vais voir là, ça c'est le cas où c'est égal à 1. Là, c'est le cas où c'est strictement supérieur à 1. Ici, c'est le cas aussi où c'est strictement supérieur à 1. Je parle des temps de montée ici. Là, je parle du ratio d'identification. Donc, je vais essayer de vous trouver la page du livre qui va parler de ces résultats-là. OK? Et donc, c'est pas grave. On va juste revenir ici. Revenons ici. Donc, le temps de réponse, il est comme ça à 90%. Un instant, s'il vous plaît, je vais regarder dans mes notes. Et je pense que je pourrais trouver la bonne table qui vous donne ce fameux temps de réponse-là. Bientôt, bientôt, bientôt. Mhm. OK. Donc, le 0,7, il est là. Ça, c'est par rapport au temps de montée. Le 0,7, il est là. Là, c'est par rapport au temps de réponse. Donc, je suis à 2,6793. 2,68 à peu près. Voilà. Donc, à 90%. OK. J'ai le 2,68 à peu près. C'est à peu près la même valeur que j'ai par rapport à mes calculs pour le temps de réponse à 90%. Donc, si vous voulez des valeurs qui sont ultra précises, c'est comme ça qu'il faudra procéder à partir des calculs que vous prenez. Donc là, c'était le coefficient d'amortissement de 0,7. On utilise ça. Là, je suis à 38 minutes. Donc, c'est la même vision que je fais, la même philosophie que je fais pour pouvoir calculer. Par exemple, le temps de réponse à 95%, je vais me positionner à 5%. Je me positionne ici à 5%, je vérifie, est-ce que je suis bon? Là, je pense que je suis bon. Le temps de réponse, il vaut à 95%. Il est égal à 2, ce coefficient-là qui est 2,0298, que je divise par le 0,7, toujours, OK? Et c'est ça le numérateur qui va être, c'est ça l'expression qui va être au numérateur, c'est-à-dire le 2,9, OK? À peu près 2,9 divisé par oméga n, si toutefois on veut calculer le temps de réponse théorique à 95%, connaissant la pulsation naturelle du système et son coefficient d'amortissement. C'est comme ça que j'ai procédé. Donc, vous voyez que pour pouvoir arriver à ces résultats-là, il a fallu d'abord une observation, il a fallu d'abord faire un choix d'écriture des systèmes dynamiques. Comment écrire le système dynamique qu'on souhaite? OK, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que une fois qu'on a fait le choix, il fallait faire une contemplation du résultat et non pas être dans la surexcitation et faire à la va-vite. Bon, je n'accuse personne. Entendons-nous, c'est une façon de parler. Et donc, par rapport à ça,
Une fois qu'on a fait le choix, on regarde les éléments, on va chercher la fonction exponentielle, on observe bien, on s'inspire des systèmes du premier ordre que constituent les petits frères, entre guillemets, du second ordre, on regarde l'écriture et à partir de là, la nouvelle vision arrive, le nouveau paradigme arrive qui est cette inspiration et je rends grâce à Dieu, au Saint-Esprit, pour ça, hein, à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour ce résultat-là qui m'a permis de définir, pour dire que je n'observe dans les systèmes dynamiques du second ordre qu'une seule et unique constante de temps qui est égale à 1 sur xi oméga n. Et à partir de là, tout change. La vision change complètement. Et c'est ça qui me conduit maintenant à l'autre vision également, c'est-à-dire l'autre paradigme qui est que lorsqu'un système dynamique bouge, pour atteindre un de ces points, il le fait dans une durée qui est égale au multiple de sa constante de temps. Et quand je fais ça maintenant, je vais chercher les valeurs numériques de ce multiple-là qui me permettent d'avoir le pourcentage correspondant. OK? Et c'est ainsi que j'arrive à ce type de résultat. Donc, si vous avez déjà vu ça quelque part, il n'y a pas de souci, je le concède. Autrement, je suis la première personne dans l'histoire de l'automatique à introduire ces données-là depuis que l'automatique existe. Et donc, ici, je vais vous prendre un exemple, hein. Nous allons chercher un exemple. Donc là, c'est un coefficient. Et bien sûr, comme je vous ai dit, hein, tous ces coefficients-là, je les ai gardés. Donc, retenez bien le 0,7 ici. Regardez, il y a quelque chose que je veux vous montrer. Je vais chercher un coefficient 0,7. Où est-ce que j'avais calculé ça? Le xi est égal à 1,9 ici. Ça, c'est les xi qui sont supérieurs à 1. Si je viens ici, là, je n'avais pas pris volontairement le 0,7, mais on peut aller chercher, par exemple, un coefficient d'amortissement 0,5 et faire le calcul. Par contre, vous pourrez aussi faire, vu que je vous ai donné les formules que vous pouvez voir. D'accord? Bien. Maintenant, je vous ai montré le principe, je vous ai montré quelques exemples. Je ne veux pas trop abuser de votre temps. Donc, si vous le souhaitez, j'avais déjà donné des exemples ici dans la vidéo, dans les vidéos qui sont vidéo 3 des systèmes dynamiques du second ordre. Okay? J'ai montré dans les premières vidéos comment on pouvait calculer de façon précise les temps de réponse et les temps de montée. Donc, je vous invite à revisionner ces vidéos-là pour que vous puissiez voir tout simplement ce qui vient corroborer cette nouvelle vision, ce nouveau paradigme et cette nouvelle méthode que je viens de présenter. Encore une fois, je vous remercie de votre attention. J'espère que euh, vos projets avancent. Je vous souhaite une très bonne suite et puis, ma foi, je vous dis Dia Diefete, Marcelin Dabo, Africain du Sénégal, docteur ingénieur en contrôle commande de système dynamique, chercheur indépendant. Je vous dis à très, très, très bientôt pour d'autres vidéos. Thank you again for your attention. God bless.